Oui, alors je suis un Robert Wurtz, un enfant de la Méno, où j'étais né en 1941. J'ai beaucoup vécu une quarantaine d'années à Strasbourg, fréquenté entre autres le gymnase protestant, Jean Sturm, à la place des étudiants. Et j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie parce que finalement, celui que je n'ai pas fait en France, c'était parce qu'il n'existait pas, c'était arbitre de football. Alors, toutes ces pérégrinations m'ont amené d'une part de Strasbourg à la préfecture à Strasbourg, où j'ai quand même appris à connaître mon épouse. Mais comme mon épouse, elle est native de Klimbach, c'est tout à fait dans les Vosges du Nord, et que le paysage m'avait plu là-bas, nous avons décidé un jour d'aller habiter là-bas. Donc l'enfant de la Méno est maintenant devenu un habitant de Klimbach qui ne vient plus qu'occasionnellement dans notre belle ville de Strasbourg. Jetzt, das ist einmal ein Anteil. Jetzt, wenn man auf Elsässisch ein paar Sachen will sagen, natürlich die meisten. Das ist denen egal, was ich da erzähle. Sie kennen mich besonders als Fußballschiedsrichter. Und da habe ich natürlich angefangen, nicht als Schiedsrichter, sondern als Junger auf dem Trottoir von der Mainau zu spielen. Und dann bin ich natürlich in der Racing. Meiner Papa, wie Musiker ist gesehen im Stadttheater, das ist seine Maro gesehen, alle Matches auf dem Racing nach dem Grey. Und dort auf dem Racing habe ich dann schon einmal den Fußball gespielt, bis zu 20, 21 Jahren. Aber dann habe ich auch Studien gemacht. J'avais fait des études, entre autres, assez poussées à la faculté des sciences. Mais enfin, tout ceci combiné, vous voyez, m'a amené ensuite à être un peu fatigué à l'âge de 20 ans et à dire un jour, eh bien, je veux rester dans le foot, mais plus avec le ballon, parce que j'étais quand même limité, le ballon au pied. Gilbert Gress, mon camarade de l'époque, et Gérard Hauser me disait, Robert, lève la tête quand tu joues. Oui, lève la tête, mais moi je ne pouvais pas, vous devez toujours savoir où est le ballon sur mon pied droit. Alors un beau jour, j'ai dit, ben, j'arrête avec le ballon au pied, mais par contre, je reste sur le terrain de football. Et qu'est-ce qui restait pour être en forme, pour courir? Eh bien, c'était l'arbitrage. Et c'est ainsi que j'ai commencé, à 21 ans, à devenir un homme en noir. Vous voyez, je le suis resté un peu, même dans le civil. Et puis, je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a permis de visiter, pas tout à fait, mais les trois coins du monde, dirais-je, à défaut d'être les quatre, et de rencontrer beaucoup de gens divers. Alors, je pourrais vous parler encore longtemps de tout cela. Mais par contre, je voudrais dire, tout ceci avait aussi une fin à l'âge de 48 ans. Et puis, c'était la limite pour les arbitres. Et en fin de compte, j'ai quand même encore trouvé une petite solution de repli. On m'a cherché pour faire aussi l'arbitre, mais dans un domaine totalement différent, celui d'Interville. Alors, certains ne le connaissent plus, mais ça m'a permis un peu de prolonger ma présence auprès des admirateurs, surtout des jeunes. Mais là, ce n'était plus à siffler des pénaltys, des coups francs. Il fallait dire top à la vachette et puis essayer de donner des résultats justes ou faux, mais enfin surtout de les faire gober par le public. Enfin, ça m'a plu, c'était pas mal, jusqu'à ce qu'un jour, j'avais quand même atteint 65 ans. J'avais fait un AVC pendant une émission, j'ai tenu jusqu'au bout, à Saint-Quentin d'ailleurs, et par contre ensuite j'ai eu 16 heures de coma et grâce à un bon docteur à l'hôpital de Lille, je m'en suis tiré, j'ai eu du pot. Certains ont dit que je suis un miraculé, mais j'ai même demandé ensuite dans la folie de la fièvre à un docteur, vous croyez que je peux reprendre Interville? Il m'a dit, Monsieur Wurtz, vous avez eu un carton jaune, ne recommencez pas. Alors là, en tant qu'arbitre, je ne pouvais que m'incliner devant une telle décision. Et puis voilà, donc, où j'en suis. De temps à autre, on me retrouve à Klimbach pour tourner quelques petites émissions de télé, ça me fait plaisir. Et surtout, si elles sont en alsacien, ça me donne l'occasion naturellement d'entretenir ce dialecte que j'avais appris sur les trottoirs de la Méno, comme je vous l'avais dit avant. Wenn das man im Elsass Fußball spielt, ja, ich kann sagen, ganz genau kann ich es nicht sagen, es ist vor dem Krieg gewesen, aber da bin ich schon noch nicht geboren. Aber ich weiß, dass der Racing, wie mal FC Neudorf geheißen und ist dann Racing geworden, mein Papa hat mir das gesagt, das geht ich sagen 1905, 1906.
oh, vielleicht gibt es Vereine, so wie der ISS, der Doyen, die sind ein bisschen vorher gegründet worden. Ich gehe donc sagen, gegen das Ende vom 19. Jahrhundert, nachdem es die Engländer erfunden haben, den schönen Sport, und haben ein bisschen rübergebracht. Da ja, wir haben einen Verein, so wie der 06, das ist donc, der ist gegründet worden auf dem Montagnewert in 1906 und so weiter, schon der Racing auch à peu près in derselben Période. Lors de mon premier match, qui était un match amical au Brésil, le Brésil se préparait pour la Coupe du Monde qui a eu lieu en 1974 en Allemagne. Et moi, j'étais arrivé donc mi-avril, il y avait encore un arbitre anglais, puis il y avait des arbitres sud-américains. En tout cas, j'avais arbitré le match à Sao Paulo entre le Brésil et la Roumanie. Le Brésil a gagné ce match 2-0. Il y avait Paulo César qui jouait, Roberto Rivellino, Luis Pereira derrière, etc. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'après 1 heure, j'ai vu que le Brésil menait 2-0. Le match, il ne se passait plus rien. Il y avait quand même, bon, il y avait seulement 60 000 personnes dans le Morumbi Stadium, puisqu'il en contient 130. Mais je me suis dit, comme c'est mon premier match et comme il ne se passe plus tellement, je vais essayer de mettre de l'animation. Et c'est là que j'ai commencé à faire, selon le jeu, mais de longs sprints sur la longueur du terrain, ce que les gens n'avaient probablement pas souvent vu là-bas. Et ils se sont pris au jeu, ils applaudissaient quand je courais. Enfin, je me suis, disons, fait connaître, le match le permettait. Et bien entendu, là-bas au Brésil, vous savez, en Amérique du Sud, tout est multiplié par 1000. Il y avait une quinzaine de journalistes qui m'attendaient à la sortie pour une interview pour savoir qui est ce type-là. Et l'un d'entre eux, le matin, avait écrit dans le journal O Globo, j'ai vérifié, au Globo de Sao Paulo, et il m'a dit c'était comme j'avais fait quelques courses, c'était pas de danse, enfin je ne sais pas trop ce que j'avais fait, j'étais disons en pleine forme physique, il faut dire que j'avais 32 ans et demi seulement à l'époque, et il m'a donc surnommé le Nijinsky du foot. Et cette Nijinsky s'est resté à tel point que de temps plus tard, quand parfois j'allais à Paris, pour ma 8e profession, enfin ça c'est une autre histoire, un monsieur est venu au métro et m'a dit « Bonjour, monsieur Nijinsky ». Alors là, j'étais vraiment honoré. Mais je dois dire une petite chose, j'en profite, c'est qu'avant d'aller au Brésil en 1974 pour cette tournée, j'avais de moi-même voulu une fois connaître autre chose, déjà en tant que jeune arbitre, et j'ai arbitré pendant 3 mois, 70 jours, les matchs du championnat mexicain, puisque j'étais arbitre, disons, semi-professionnel là-bas. C'est la première fois la seule fois de ma vie où j'ai pu dire j'étais, disons, un semi-pro en arbitre. Et j'ai fait donc 11 matchs du championnat mexicain, entre autres à Guadalajara ou à Tampico, Pachuca, etc. Voilà, alors ça a permis un peu de me former à l'âge de 30 ans. J'avais oublié de dire dans la présentation qu'à l'école, donc au gymnase Jean Sturm, là, pas loin d'ici, place des étudiants, ma plus mauvaise note, c'était toujours en gymnastique, curieusement. Mais comme j'étais jeune, j'étais gros, parmi les 5 gros de la classe. Et donc, on ne jouait pas au foot, n'est-ce pas? On grimpait à la corde, des trucs comme ça, donc pas bon pour moi. Mauvaise note en gymnastique. Et finalement, je dis tant mieux, puisque après coup, mon obsession avait été, lorsque la puberté m'avait fait maigrir quand même, de rester toujours en forme, d'où l'idée, en ne jouant plus, de devenir celui qui court sur le terrain. Voilà aussi un peu l'explication de toute cette affaire surnom Nijinsky et compagnie. Certains qui se rappellent, les plus âgés probablement, qu'à l'époque en Argentine, il y avait une période politique très difficile, il y avait une dictature. Je me rappelle du nom du général, le général Jorge Rafael Videla, la moustache. Je ne l'ai qu'entrevu une fois lors d'une réception générale qui avait eu lieu le soir de la finale. Alors là, j'ai vaguement vu, bon, enfin, passons ça, nous l'oublierons. En tout cas, cette Coupe du Monde a été un peu spéciale parce qu'elle s'est passée dans un climat de suspicion, surveillance. Je me rappelle que les 35 arbitres de la FIFA que nous étions tous réunis à l'hôtel, à un hôtel qui s'appelait Carlton. C'était pas terrible, mais enfin un hôtel Carlton de 8 étages, où il n'y avait que les arbitres dedans. Et je sais qu'il y en a certains,
je vais dire l'arbitre israélien, par exemple, qui était un très bon arbitre, mais où on fouillait les chambres pour voir s'il n'y a pas de choses. Vous voyez à peu près l'ambiance là-bas et les raisons pour lesquelles c'était le cas. Et donc, cette Coupe du Monde, finalement, j'étais naturellement heureux d'y participer. C'est la seule que j'aurais faite dans ma vie. J'en aurais fait au moins une, c'est celle-ci. Mais je dois dire, je me rappelle toujours le lundi matin de la finale que nous avions regardé au Monumental Estadio de Buenos Aires, où l'Argentine avait gagné contre la Hollande. Et bien, dans l'avion de retour, dans l'Airbus ou l'air, je ne sais plus trop comment c'est, je ne sais pas ce que c'était, il y avait l'ancien joueur, notre meilleur buteur de la Coupe du Monde, d'avant des Coupes du Monde précédentes, Juste Fontaine, qui avait dit dans l'avion, ouf, enfin nous sommes contents de rentrer. Parce qu'on était sorti d'un mois quand même qui était toujours tendu, nerveusement. J'exagère peut-être un peu, mais on sentait qu'il y avait ce drôle de climat. En étant naturellement heureux de pouvoir y aller, ne voilà-t-il pas que j'attrape une hépatite au tournoi de Cannes Junior en Pâques, qui avait eu lieu en mars, enfin qui se situait au mois de mars. Je me vois tout à coup à Cannes, jaune. Je vois le président Sadoul du Pro qui me dit « Robert, rentrez chez vous, restez au chaud, etc. » J'arrive à Strasbourg et c'était à 40 jours de la Coupe du Monde avec une hépatite. Alors là, naturellement, que faire? Eh bien, vous savez, ce genre de choses ne guérissent que par le repos. Alors déjà, j'avais renvoyé tous les matchs que je devais faire en championnat de France. Donc, tout en taisant un peu la maladie, parce que ça, c'était encore autre chose. L'ancien arbitre international, Pierre Schwinte, qui lui avait fait 2 Coupes du Monde, qui était un peu mon patron en arbitrage, m'a aidé naturellement à cacher, à masquer tout ça, tout en naturellement faisant soigner, notamment par le docteur du Racing, qui était à l'époque docteur Spruch. Et j'ai commencé quand même à blanchir en me reposant. Mais l'UEFA voulait quand même savoir où est Wurtz, naturellement. Et ils m'ont alors envoyé un match de demi-finale de la Coupe d'Europe, pas la grande, la numéro 3, UEFA. Et ces matchs retour, c'était à Barcelone contre Eindhoven. Donc je venais juste un peu d'être repos, donc blanc quand même. Je vais à Eindhoven, j'arbitre le match, je jouais Cruyff d'ailleurs. Eindhoven avait gagné l'aller 3-0, Barcelone a gagné retour 2-1, donc Eindhoven qualifié dans le match en lui, il n'y avait pas eu trop de problèmes. Mais quand je retourne à l'hôtel, je vous le dis tel quel, là, nous sommes entre hommes, après le coup, je pisse, excusez-moi, je vais pisser un coup, et ça y est, c'était de nouveau jaune. Je dis, ça y est, rechute. Alors, coup de matraque, j'ai fait le match, mais j'ai la rechute. Je rentre à Strasbourg, retour Dr Spruch. J'ai dit, ça y est, ceci, cela, ça se voit les urines hein, quand elles sont jaunes. Et il me dit, bon, ben maintenant, si vous voulez aller en Coupe du Monde, il faut prendre les grands moyens. Alors, il m'a fait hospitaliser en médicalat. Hein, j'habitais tout à côté, des Fustel, chez mes parents, donc en médicalat. Et chez le docteur, il y avait un docteur Lévy qui s'est occupé de moi. Seulement, il ne s'agissait pas seulement juste de se reposer. Il fallait blanchir. Et alors là, j'ai passé à la cortisone, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, je l'ai écrit dans mon livre, hein, que j'avais publié une fois, je prenais 5 corticoïdes tous les matins pour blanchir. Alors c'est naturellement, ça remonte, c'est bien, mais c'est comme ça que j'ai pu aller, et puis ça va, c'est revenu. Et puis à un moment, une fois, j'ai craché la bile chaude, je ne sais plus quoi. Et donc, 5 jours avant le départ en Coupe du Monde, qui était fin mai, à Paris, la fédération de la mienne, France, avait encore une fois envoyé un télégramme pour bien dire « Vous pouvez aller à la Coupe du Monde ». J'ai dit « Oui, docteur Spruch a dû signer, etc. » Et je me rappelle même qu'à l'époque, André Bord, chez lequel j'étais à l'époque chargé de mission, eh bien, c'était entre 75 et 19, eh bien, a dû intervenir auprès du professeur Lévy pour qu'elle accepte de me donner des corticoïdes, sinon je n'aurais pas blanchi. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous imaginez bien que j'ai dû emmener un sachet de corticoïdes en Argentine parce qu'il fallait que je continue mon traitement. Et ce sachet-là, vous imaginez bien que dans le climat, le climat politique, il ne fallait pas le perdre. Hein.
Parce que si là-bas ils auraient dit, il y a un arbitre qui veut acheter des corticoïdes à la pharmacie, hein, ça aurait fait un sacré scandale, vous voyez. Donc, j'ai terminé. Quand je suis revenu, j'ai rebaissé la dose. Donc, j'ai fait la Coupe du Monde sous corticoïdes, sinon je n'aurais pas été blanc. N'empêche, si là, il y avait eu un dopage sur l'arbitre, j'aurais été positif. Encore qu'un jour, j'ai dit ça après à notre valeureux ex-coureur Cyril Guimard. J'ai dit, tu sais, je vais raconter cette histoire-là. J'ai dit, je prenais ça, le cycliste, je prenais 5 corticoïdes le matin, et Guimard m'a dit, oh, ça c'est rien. Bon, enfin, passons, ça c'est autre chose. Mais vrai. L'Alsace, oui, je pense qu'elle a toujours été une terre de football. Je l'ai vu avec mon père, qui était donc musicien professionnel, mais qui, à dehors de ça, ne parlait que de football. J'ai vu jouer au foot. Je parle maintenant de ma jeunesse, etc. Je sais est-ce que ça a donc toujours été une terre de football. Évidemment, j'espère que ça le restera toujours. Je pense qu'on essaye de faire pour le mieux. Par contre, lorsque je vois parfois des photos de matchs ici, amateurs, où il n'y a pas tellement de public, lorsque je pense à toutes les distractions et autres sports que les jeunes peuvent pratiquer, j'espère que ça continuera. Mais je n'ai pas de crainte à ce sujet. Je pense qu'au niveau des fédérations, ils sauront quand même s'organiser pour le maintenir. Et surtout, vous avez remarqué que ces derniers temps, on joue maintenant l'atout féminin. Et je dois vous avouer, moi qui étais contre le football féminin dans ma jeunesse, parce que c'était pas marrant ou bon, ou c'était que marrant, et bien maintenant, quand je vois un match à la télé joué par les femmes, je dis pas ça parce qu'il y a une Coupe du Monde, mais je me rends compte qu'elles se donnent à fond et que parfois c'est moins calculé, moins tactique que les hommes. Donc, si les femmes se mettent aussi maintenant à jouer au foot, d'abord, ça va de nouveau faire augmenter le nombre. Si en plus elles peuvent entraîner leur mari, c'est très bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, quand c'était, je crois, avant un match du Racing, que je crois que c'est la femme du président du Racing qui a inventé le truc. Une dame ne peut pas ce soir, je ne peux pas venir, j'ai Racing. Alors, quand les femmes commencent à parler comme ça va bien. Bon, enfin. Mais enfin, je pense que, mais danger quand même de tous les sports que peuvent faire les jeunes, de toutes les évasions possibles. Et j'avoue qu'en dehors des heures d'entraînement, je parle des niveaux amateurs, je vois quand même moins de monde sur les terrains de foot. Vous savez, nous, on jouait à l'époque à la Méno, sur le trottoir de la route de la Méno. Vous me direz, il y avait moins de voitures, n'est-ce pas? De temps à autre, on se faisait écraser un ballon par une 4 chevaux, une traction, une Juve à 4. Mais enfin, c'était assez rare. Et puis les parents en rachetaient un pour Noël ou pour l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais je rappelle qu'à l'époque, ça commençait sur les terrains vagues et les trottoirs. En avons-nous encore assez pour jouer? Je l'espère de tout mon cœur, parce qu'il faut toujours qu'à la base, on joue. J'ai vu ça au Brésil, vous savez, quand j'étais un mois là-bas, à un hôtel qui était près de la Copacabana, ben, toute la journée, quand j'allais me baigner aussi à la plage, il fallait en profiter, je voyais des jeunes qui jonglaient avec un sable océanique, c'est-à-dire pas facile le sable, hein, ben, c'était fantastique. Donc, quand il y a ça, il n'y a pas de raison pour que le foot ne continue plus. Voilà. Ja, das ist viel. Das habe ich noch immer viel. Und ich will es eben sagen, einmal habe ich Angst gehabt, nein, Angst. Die 70 Tage, wie in Mexiko bin, Profi-Schiedsrichter, habe ich sozusagen, ich habe Latinisch gemacht im Gymnasium, zum Glück, es hilft immer etwas, hat der Papa gesagt. Mir hat es helfen, Spanisch reden in Mexiko. Und dann habe ich sozusagen mit dem Schiedsrichter nur noch ein bisschen so Spanisch geredet. Und am letzten Tag oder am vorletzten, bevor ich heim bin, wieder aus Frankreich, dann haben sie gesagt, ihr seid Schiedsrichter bei uns, nicht nur in Mexiko. Bon. Es ist im Hotel zum Mittag, ich bin immer allein gegessen und so, auf einmal her ist ein Tisch wieder Elsässisch reden. 2 junge Damen bin ich schon, habe gesagt, der etwas, das sind Elsässer, da habe ich zum ersten Mal wieder Elsässisch gehört, nach 70 Tagen. Und da habe ich gefunden, dann habe ich selber ein bisschen sögen, aber es ist dann wieder schnell gekommen. Donc, ich glaube, ich kann sagen, ich fühle mich Elsässer, ja. Und habe mich immer so gefühlt, auch nicht nur da jetzt in Südamerika, aber auch in Frankreich und in Europa.
Und wir sind wenn ich habe mal eine Tournoi Junior gepfiffen in Niederösterreich. Und da sind so Schiedsrichter gesehen, von Österreich natürlich, Linienrichter. Und dann am Abend, wenn wir also in den Heurigen gegangen sind oder ein bisschen spazieren, probierte ich immer Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen. Dann haben sie immer gesagt, Herr Amore, doch du Elsässisch, man versteht es gerade so gut. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wichtig. In Österreich, ich weiß nicht, Niederösterreich oder Eriksdorf. Und effektiv, wenn ich als am Tele so Tiroler Ding sehe, mit den Leder und rede, sie ist nicht so weit weg von uns. Voilà, donc Elsässer, ja, mit der größten Freude. On est gekommen. Le fait d'être alsacien, oui, c'est de montrer quand même à certains... Bon, je pense qu'il y a peut-être une forme de caractère, d'autoritaire, on a déjà reproché, d'être quand même fier et de le rester de ce qu'on est, d'où on vient, et d'essayer de le rester même dans des moments difficiles, et de manifester aussi ce qu'on est, de ne pas avoir peur de le dire parfois dans certaines circonstances. Maintenant, il est évident que quand je parle comme ça, je pense peut-être surtout à un peu mes aventures d'arbitre, où on passe par des cas parfois difficiles, mais je n'ai pas peur d'affirmer que je suis alsacien. Par contre, je pense qu'à cause de ce que... Il y a une chose que j'avais jamais comprise, et là je compare, toujours grâce au foot, hein, à la Corse. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu, nous avons certainement tous vécu, des moments où des gens français venant de l'intérieur, hein, ce qu'on appelle l'intérieur, dire aux Alsaciens, si jamais en société ils avaient laissé passer, dit quelques mots alsaciens, parlez français, vous pouvez parler français s'il vous plaît. Bon, ici alors on dit oui, pardon. Mais en Corse, après des matchs, tout s'est très bien passé ou pas bien passé, mais enfin, il y avait l'ambiance où tout le monde parlait français. Les Corses ne se sont jamais gênés parfois de dire quelques phrases en Corse entre eux. Et là, personne ne dit rien. Je n'ai jamais vu un seul Français continental, dont moi d'ailleurs évidemment, dire aux Corses, hey, vous pouvez parler français. Ils le font, ils arrêtent et puis ça reprend. Nous en Alsace, on a une comment dirais-je, moi je cherche un mot, un complexe de dire. Et vous savez très bien pourquoi. Je ne vais maintenant pas faire de la politique ici, évidemment, je sais ce qu'on va nous mettre devant le nez. On va dire, Hitler, c'est la langue. Mais en Corse, il pourrait aussi dire Mussolini. Mais là, on ne le dit pas, on dit seulement ici. Bon, je rentre dans ce problème. Je ne vais pas trop aborder la politique, c'est ce que moi je ressens. À mes débuts d'arbitrage, hein, j'ai peut-être aussi entendu à mes débuts, comme on ne connaissait pas Wurtz, autoritaire, Alsace, par-ci, par-là, je ne pourrais pas vous dire trop où, si, un endroit où ensuite on m'aimait beaucoup, à Bordeaux. Un jour, à l'époque, Bordeaux, ça ne marchait pas bien, ils jouaient devant 4000 spectateurs. Et un jour, j'ai entendu de loin Salboche, évidemment, hein, même pas aux chiottes, mais Salboche, tchac, boum, hop là, je folle. Ils ne savaient pas, ces gens-là, que mes parents se sont mariés à la cathédrale Saint-Front, à Périgueux, évacués de la guerre. Après coup, ça allait mieux, mais c'était parfois un passage difficile. Voilà, c'est tout. Oui, alors j'ai été vraiment en Alsace à Strasbourg de ma naissance, donc, oui, je vais dire jusqu'à je sois parti aux alentours de 1980. J'ai senti qu'à Strasbourg, j'étais chez moi, encore en Alsace. Mais j'ai choisi d'aller à Glimbach pour le calme, parce qu'à un moment de ma vie aussi, il y avait un peu, pas burn-out, mais enfin, bon, j'avais envie de calme. Et comme mon épouse était de là-bas, c'est moi-même qui l'ai ramenée dans son village natal. Je ne l'ai pas regretté, parce que j'ai retrouvé d'une part le calme, les Vosges du Nord. Donc, quant aux gens, ben évidemment, il faut alors s'habituer à être dans un village où ça bouge aussi quand même, hein, où il y a des nouveaux venus. Mais enfin, disons, il y a ceux qui sont du village et que j'ai appris à connaître plus facilement grâce à mon épouse qui en était. Et puis, comme ils me connaissaient par le foot, disons, l'intégration n'a pas posé de problème. Mais je me sens aujourd'hui très bien aussi en Alsace, à Glimbach. Je ne sais plus comment c'est à Strasbourg. Je pense que ça tourne, il y a eu du changement. Et quand j'y viens,
de temps à autre. Je ne regrette pas d'être parti, ce qui ne veut pas dire que Strasbourg n'est pas une grande belle ville, évidemment. Mais moi, j'ai fait mon chemin à Strasbourg et puis je ferai la deuxième partie, donc, à la campagne. D'ailleurs, soit dit en passant, mon père était aussi un campagnard. Il venait d'Egbolsheim, du temps où Egbolsheim était encore Egelse, gell? Nicht zusammengeschlossen mit allem zusammen. Au Minimum, das ist eine Kolmerer gewesen, nicht? Oberländer, Theatersfrau. Aber die ist mehr, weil wir sagen, Stadtpflanze gesehen und geblieben, mehr mit Theater und so alles. Aber finalement, le retour à la campagne, c'est mon père en est venu und ist mort au fertig. Im Fußball, wie ich als junger Schiedsrichter, haben sie mich schon in Kommission der Arbitrage gemacht, vom Elsass. Und da sind da 7 Unterländer gesehen, und 5 Oberländer. Und natürlich, wenn sie zusammenkommen, hast du alle Dinge gehört, Melhüser und Kompanie. Das Malheur ist gesehen, wenn als einer oder ein anderer, dann die Kommission hat stattgefunden in Elsässisch. Aber wenn als einer dabei ist, gesehen, wir haben auch gehört, Schiedsrichter wissen nicht, kennen das Elsässische, haben alle müssen Französisch reden. Jö, dann ist die Stimmung nicht so schön. Das ist das Typische vom Elsass natürlich. Ich habe hier ein Match gesehen, letztens von Jugend, moins de 17 oder unter 19 oder selbst, Götzenbrück gegen Kreuzwald. Ja, da habe ich gesehen, dass, notamment bei Kreuzwald, dass da ganz verschiedene Mischungen sind. Nicht? Und die alle kennen halt nicht Elsässisch. Da herrscht auch viel Französisch und was weiß ich noch. No, es hat gewechselt, seit unserer Zeit. Es hat gewechselt. Ich kann mich erinnern, in meinen Zeiten von Spieler vom Racing, wir haben einmal 2 Jahre Coupe Campartella gespielt, Junior, und das ist dann bis auf France und so weiter gegangen. Nicht durch mich nur, durch den Kreis und die Besten. Ja, und wenn jetzt der andere Französisch geht, dann haben wir am Platz Elsässisch, dass er nicht wissen, was wir sagen, wenn man nicht das Mühlbrüche versteht. Das ist ein Vorteil gewesen. Aber als Arbiter habe ich auch im Elsass, da habe ich etwas gelernt, Junger. Einmal ein Match gehabt, Wisch, kennen Sie Wisch, ins der von der Valette la Bruche, gegen Dorlsen. Und der ist sehr gesehen in der Coupe d'Alsace. Und dann habe ich mal das Malheur gehabt, für 2, 3 Werte auf Elsässisch reden mit einem von Dorlsen. Da habe ich etwas gehört von der anderen. Dann habe ich gesagt, Robert, niemals mehr Wort auf Elsässisch, überhaupt hier in diesen Gegenden. Denn du kannst auch knallen. Das ist Experience personnelle. Wie Dorlsen. Am Ende sind sie mit ein paar hinter sich wieder. Enfin, es ist auch Elsass. Und schon lange her. Gell? Es ist, ihr wisst ja, es ist eingesetzt worden jetzt in die Grande Région Est. Ich hätte es gesehen mit den Mosellaner dabei. Die passen zu uns. Da einmal die ganze Beach Kompanie, das ist gut. Metz ist schon ein bisschen anders. Aber bon, das hat mich jetzt nicht arrangiert. Aber dann noch wieder die Achten und so. Oder die Vosgien, ja, das ist ein Senior. Das Elsässische und Ding ist anders empfohlen. Das Einzige, was mir Pläsier gemacht mit dem Vergräser, ist, dass wir jetzt groß gegen sind mit dem Champagner. Das ist ein gutes Ding. Aber sonst sehe ich das Elsass als Elsass, wie Sie es gesehen vorher mehr. Und à la limite mit dem Motto, Pay the Bitch, und die, bon, ich wohne nicht so weit weg, aber die reden ja so wie mir selber. Ein bisschen, mit ein bisschen Akzent, aber hast du gesehen und so weiter, ja, wissen Sie ja. Das geht noch besser. Aber was da jetzt dazu ist gekommen, hat ja mit uns nichts zu tun. Als wie wir es sehen. Jetzt natürlich, wenn sich alles vermischt, kann man mal verstehen, dass in der Neuwelt, die wissen ja das nicht. Da müssen ein paar alte Dollar wieder das erzählen, gell? Die Jungen wissen das nicht. Sie reden anders, wie wir gesagt haben vorher. Für mich also, das Elsass hat nur den halten, heben in seinen alten Grenzen, wenn man von Grenzen reden kann, Limiten, wenn die Sprache an dem parallel mitgeht. Aber vom Moment ab, wie die Sprache sich verliert und parallel nicht mehr mitgehen, dann kann man viel machen mit diesen Leuten. Kannst auch Synthese und Zählen. Die laufen mit. Wie will sie sich anders verteidigen? Das ist schon super.